Les transformations opérées au Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI ont permis au royaume de s'imposer comme un modèle de gouvernance visionnaire et de réforme durable, a affirmé l'ancien ambassadeur d'Espagne à Rabat, Ricardo Diez Hochleiter. On l'écoute. La dynamique de développement du Maroc est impressionnante à deux titres. D'abord, elle l'est dans l'absolu, ensuite elle l'est en part relative. Dans l'absolu, très objectivement, sur le plan des objectifs économiques, industriels, technologiques, infrastructurels, ça c'est sûr, on a affaire à un pays qui progresse, à un véritable émergent. Je dis véritable parce que ces dernières années, le terme d'émergent a été galvaudé. En fait, c'est pratiquement tous les pays du monde, sauf les Européens et l'Amérique du Nord. Ce qui n'a pas beaucoup de sens. Malheureusement, beaucoup d'émergents n'émergent pas du tout. Le Maroc, oui, à tous ces titres-là. Et je pense que c'est lié notamment à une politique de pondération, de rationalité de la part effectivement de Mohamed VI. Et j'insiste, sans la moindre goutte de pétrole. Et moi, je suis de ceux qui considèrent que la valorisation du savoir est un booster, un moteur de puissance et de bien-être pour les États bien davantage que la rente. La construction de stades, la construction d'infrastructures, de routes, de ponts, liées à ce système d'épuration des eaux, etc., liées à un grand événement comme celui qui va se produire au Maroc, eh bien, ça a créé beaucoup d'emplois. Et donc, dans la même veine, plus on crée d'emplois, plus ça permet à des gens d'intégrer ce qu'on appelle souvent de manière un peu abusive les classes moyennes, qui elles entretiennent très très peu d'affection pour les extrémistes, quelle que soit la nature politique ou religieuse d'ailleurs des extrémistes. Je pense donc que ça va renforcer la stabilité du royaume. Et un point qui me semble extrêmement important et que je n'oublie jamais en humaniste et en féministe, tout comme je crois le monarque chérifien l'est lui-même, il le montre à travers son propre exemple, ça va permettre à un certain nombre de femmes de pouvoir accéder au marché de l'emploi, y compris dans des sociétés peut-être plus traditionnalistes, peut-être plus au centre et au sud du pays. Avec l'emploi, on acquiert ou on renforce son indépendance sociale et économique. Et pour les femmes, c'est extrêmement important. Pourquoi je parle de valorisation du savoir? Si vous le permettez, j'ajoute un point. À l'école polytechnique, le premier contingent étranger, ce sont les Marocains. Et aujourd'hui, quand je me rends en Afrique de l'Ouest, évidemment en France et en Europe aussi, un petit peu en Amérique du Nord, je constate qu'il y a un nombre d'ingénieurs marocains formés au Maroc par des écoles marocaines de plus en plus important. Et là encore, au regard du reste du monde arabe et du reste du monde africain, c'est l'illustration d'une progression très importante. Le prisme sud-sud ou africain de Mohamed VI, il permet de créer en termes d'investissement, vous avez d'ailleurs, je crois, employé le terme de hub, un pont entre l'Europe et l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que pour un pays comme la France, qui ces dernières années malheureusement a perdu un certain nombre une certaine crédibilité ou en tout cas un certain nombre de marchés, grâce au Maroc, par un faux paradoxe, ça peut revenir, mais c'est vrai aussi de l'ensemble de l'Union européenne. La France et le Maroc ensemble, notamment via des joint ventures par exemple, ou une politique commune dans un certain nombre d'États amis et alliés des deux d'ailleurs. Je pense notamment au Sénégal, je pense à la Côte d'Ivoire, au Togo, représente une force de proposition exceptionnelle. Et je pense que ça peut permettre à beaucoup d'États africains de revenir, disons, non pas dans le giron français, mais à de bonnes dispositions vis-à-vis de la France, parce qu'un pays africain, un pays frère, avec ou sans guillemets, aura fait encore une fois la jonction des deux.